enchantée. Alors, tu préfères donc le tutoiement, donc je te remercie de m'accorder une interview pour ma chaîne Entre nous interview. Donc tu es mentaliste, hypnothérapeute, conférencier, formateur et consultant et tu viens de créer ton association Éveillons-nous. Dans un premier temps, je te dis bonjour. Alors, pourrais-tu nous parler de ton parcours en quelques mots? Merci pour me donner la parole sur ta chaîne. Mon parcours, un parcours bien chaotique. Enfin, chaotique, vu de l'extérieur. Pour moi, pas trop, voire même pas du tout, puisque dès l'enfance, l'école ne me plaisait pas du tout. C'était pas mon truc, je m'ennuyais énormément et j'étais passionné par l'humain, par le cerveau humain et au lieu d'étudier à l'école, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur l'être humain, sur la machine extraordinaire qu'est notre cerveau. Donc là, j'ai un parcours scolaire très étrange, spécial, de la... j'ai plus vraiment tout en tête, mais d'une première gestion de comptabilité, je suis parti en, en technique des systèmes automatisés, donc rien à voir. Puis en vente représentation, puis finalement j'ai eu mon bac, on ne sait même pas comment, parce que quand je te dis qu'on ne sait pas comment, c'est qu'on ne sait pas comment, puisque l'école me faisait tellement, comment dire, on va éviter les gros mots, enfin, c'était pas mon truc, et tellement pas mon truc qu'à un moment donné, je le revendiquais et je rendais des feuilles blanches. Tu vois le truc, c'est que, en gros, c'est voilà, j'embêtais pas les profs pouvaient rien me dire, mais je passais mes journées à dessiner et aux interrogations, rendre des feuilles blanches, ce qui énervait beaucoup les profs, parce que, bien sûr, ils disaient à ma mère que j'avais énormément de potentiel, mais que je ne l'utilisais pas. Donc, c'est marrant parce que j'étais traité de cancre. Voilà. Et c'est très amusant de voir ça. On pourra peut-être en parler par la suite. Mais ce qui est amusant, c'est que la plupart de copains que j'ai retrouvés qui étaient traités comme cancre sont des personnes qui ont la plupart réussi dans leur vie. Alors, il y a plusieurs styles de cancre, hein, mais ce que j'ai remarqué, c'est que le cancre, l'avantage, c'est qu'il va trouver des solutions pour résoudre ses problèmes. J'ai pas fait mes devoirs, bon, pour éviter de me prendre une mauvaise note, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va demander aux copains, on va trouver des stratagèmes et autres. Alors que beaucoup d'autres rentrent dans des moules et dès que les choses ne vont pas comme ça doit aller, ils vont être coincés, bloqués par leur schéma. Alors, je ne dis pas que la société doit être faite que de cancre, pas du tout, il faut des deux, parce que c'est très important. Mais c'est vrai que là, je repense à un copain qui était un bon cancre et faisait comment dire, qui jouait des tours aux professeurs et autres, qui aujourd'hui est à la tête d'une grande société et je l'ai vu évoluer, c'est extraordinaire ce qu'il a fait.
Mais oui, il a triché par moment, pas méchamment, hein, entre autres, un jour, pour se faire embaucher par une boîte, il a fait un faux CV. Ouais. Mais le truc, c'est que derrière, il a répondu aux attentes de cette boîte. Ce qui fait qu'il a très rapidement réussi à monter les échelons et arriver à un très haut poste. Et quand un jour, il discutait avec la personne qui l'embauchait, il lui a dit, tu sais, mon CV, il était faux. Et l'autre a dit, on s'en fout, parce que tu as répondu favorablement et tu as pu trouver toutes les solutions là où on voulait que tu en trouves. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que quelqu'un qui a des compétences et qui triche un peu pour pouvoir montrer ses compétences, ce n'est pas un problème. Par contre, celui qui n'a pas de compétences et qui triche et qui n'a pas ces compétences-là, là, ça devient un problème. Parce que c'est quelque chose qui va être lourd aussi bien pour lui que pour la société qui l'embauche. Donc, personne ne se retrouve gagnant. L'important dans toute chose, c'est que tout le monde puisse se retrouver gagnant-gagnant et pouvoir avancer ensemble. Et lui, comme au niveau études, bah, il n'avait pas des trucs mirobolants, et il était énormément autodidacte, automatiquement, bah, il a dû s'inventer un petit CV pour avoir toutes les chances d'être pris. Donc c'est intéressant de voir aussi comment certaines personnes vont développer des aptitudes de façon autonome pour pouvoir avancer. Euh, on sort complètement du sujet, mais c'est vrai que on va prendre le cas de l'orthographe. L'orthographe, par exemple pour moi, je suis très mauvais en orthographe, énormément depuis l'enfance. C'était pas mon truc et je dirais pas que je fais des fautes d'inattention, je fais plutôt de l'art orthographique, comme j'aime bien le dire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pouvoir écrire j'ai été, été, A-I-U-N-T. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire les mots, voilà, je rajoute des lettres en plus, je fais tout un tas de choses. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention et des fois, quand je me relis, ça m'amuse beaucoup. Mais parce que j'ai une façon de fonctionner qui est différente et on sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus créateurs, d'autres beaucoup plus logiques. Et on montre du doigt les gens qui ont une mauvaise orthographe. Et d'ailleurs, il y a une vidéo YouTube qui est pas mal, qui parle justement de l'évolution de la langue française et comment justement cette orthographe est devenue si importante. Je te filerai le lien. C'est très très intéressant ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est un TEDx Ça m'intéresse. là-dessus. Ouais. Et en fait, si tu regardes bien, ce qui est drôle, c'est que, je dis pas tout le monde, hein, mais la plupart de gens qui ont créé des sociétés, qui ont fait tout un tas de choses, étaient mauvais en orthographe. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de secrétaires. Et oui, pour pouvoir prendre les notes, taper les lettres et autres, parce que eux n'avaient pas spécialement les aptitudes à ça. Eux étaient des créatifs. Donc, il faut de tout. Dans ce monde, il faut des gens qui puissent créer, des gens qui puissent réfléchir, des gens qui puissent chercher. Il faut vraiment de tout pour pouvoir avancer. Et montrer du doigt quelqu'un parce qu'il est mauvais en orthographe, oui, effectivement, ça peut être peut-être quelqu'un qui, euh, comment dire, n'est pas rentré dans les normes de la société, rebelle ou autre. Il peut y avoir tout un tas de choses. Mais ça peut être simplement une personne qui peut avoir des qualités de création et autres qui fait que l'orthographe n'est pas du tout son truc. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui jugent à cause de ça. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Voilà. Donc en gros, parcours,
assez atypique. Pour avoir mon bac et j'ai commencé, il faut savoir, l'hypnose, j'avais une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé en me documentant. À l'époque, il n'y avait pas internet. Eh oui, il y avait simplement les boutiques ou les libraires non, les bouquinistes, et on trouvait dans les boutiques les livres d'hypnose dans le rayon ésotérisme. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette avancée au niveau neurosciences qui fait qu'aujourd'hui, on sait que l'hypnose, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il y a des processus cérébraux. C'est un état modifié de conscience qui est un état proche de plein d'autres états modifiés de conscience que l'on a tous les jours. Et que cet outil qu'est l'hypnose peut être un outil extraordinaire. Alors quand je dis peut, c'est un outil extraordinaire, mais c'est comme tous les outils, tout dépend dans quelle main il est donné. Et oui, un marteau peut être un magnifique outil pour construire une belle maison, comme vous pouvez fracasser la tête de votre voisin. Et ça, on peut trouver ça dans tout, hein, même en mécanique. Même en mécanique. Donc, voilà. J'ai commencé à lire, à tester à l'âge de 10 ans sur les copains d'école. J'étais aussi un enfant atypique, hein, très introverti, renfermé sur moi-même. Je parlais au ralenti, je bougeais au ralenti, euh, et très délaissé des autres enfants. Pas battu, délaissé. Donc j'ai beaucoup, pendant pas mal de temps, observé aussi les enfants. Et je pense que je fais ce métier aujourd'hui par rapport à ce que je suis à la base. Donc voilà. Pendant un moment, on a pensé que j'avais des traits autistiques. On ne sait pas trop parce que j'ai la chance de pouvoir m'adapter, bien que par moments j'ai du mal à comprendre l'humain. Et je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, on a fait des tests, il faut que j'en refasse. Les tests que l'on a fait les derniers, j'étais à la limite du spectre autistique. Voilà. Donc, ça expliquerait. Alors, j'ai un ancien étudiant qui m'expliquait qu'il y a des enfants qui ont des traits autistiques, mais qui arrivent quand même à s'adapter, et en évoluant, ces traits s'estompent et automatiquement, quand j'ai en évoluant, c'est en évoluant dans la vie, ok, c'est pas une question d'évolution mentale. En évoluant dans la vie, ils ont pu s'adapter et les traits se sont entre guillemets amoindris, ce qui fait que quand ils repassent un test à ce moment-là, ça ressort beaucoup moins que s'ils l'avaient fait étant enfant. Mais ces traits sont toujours là. Donc, voilà, le truc, c'est que il faut vivre, il faut avancer dans cette vie, sur cette terre, et donc c'est soit rester dans son coin. Alors, effectivement, je me suis aussi intéressé à l'autisme, et une personne autiste, on peut pas dire oui, mais c'est parce qu'il reste dans son coin. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il est obligé. Et on ne peut pas lui dire, bon, ben, maintenant, tu vas sortir de ton coin. Et même s'il le veut, il peut se passer des choses, mais c'est très, très, très difficile pour lui. Donc, j'ai étudié le mental humain, la psychologie. Je me suis intéressé aussi, enfant, à la parapsychologie. Essayer aussi de voir, parce que étant enfant, j'ai eu aussi
une expérience un peu qui m'a, oui, je peux dire traumatisé, où enfant, je me suis réveillé dans ma chambre et j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Et donc, j'étais tétanisé, j'ai fermé les yeux et j'ai appelé mes parents qui sont arrivés en courant. Et là, il n'y avait personne dans la chambre, bien sûr. Et je me suis pas dit, j'ai vu, oui, parce que j'ai vu juste les pieds, il y avait des sandales, il y avait une toche blanche, une toche bleue. Et je me suis pas dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu la Vierge ou quoi que ce soit. Je me suis plutôt dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une hallucination ou une réalité, quelque chose d'autre? Donc, pour savoir, il faut étudier, faut chercher. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Et oui, parce que le truc, c'est qu'une hallucination, ben, on ne peut pas savoir si c'est réel ou pas, sauf s'il y a des gens dans la pièce qui te disent non, il y avait rien. Mais comme tu étais seul avec toi-même face à ce entre guillemets phénomène, hein, phénomène hallucinatoire ou autre, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, puisqu'une hallucination, le cerveau le prend réellement pour vrai. Euh, Ça me fait penser un jour à une cliente qui me disait non, non, j'ai pas halluciné, je le saurais. Ben non, justement, si tu hallucines, tu sais pas que tu hallucines. Une hallucination, c'est pas obligatoirement un éléphant rose en train de flotter dans les airs. Effectivement, ce genre de choses, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui va pas très bien et ça doit être une hallucination. Non, une hallucination, on en a tous les jours. Il faut savoir que le mode hallucinatoire est assez présent dans notre vie de tous les jours, sans s'en rendre compte. Exemple, vous êtes là en train de chercher vos clés, vous ne les trouvez pas, pourtant elles sont posées devant vous sur le bureau, vous ne les voyez pas, c'est déjà un mode hallucinatoire. Donc, on a, ouais, quand j'ai dit tous les jours, j'ai peut-être un peu exagéré, mais on a tout le temps, là aussi j'exagère, on a souvent des choses qui se passent où on va voir des choses qui ne sont pas réelles. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on va un peu plus loin, même dans l'œil, et qu'on voit que l'œil, finalement, comble énormément de parties de l'image, fait des copier-coller par rapport aux autres images que l'on a eues précédemment pour pouvoir évoluer et donner justement cette sensation de vue, on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont simplement recréées par le cerveau. Je vais te donner un truc, c'est purement génial. Et je pourrais te donner le lien aussi. Il y a une expérience où tu as un gars assis sur une chaise avec une barre sur les genoux, une barre noire. Il dit voilà, cachez-vous un œil, fixez la croix et avancez et reculez, essayez de voir le moment où vous ne voyez plus ma tête. Et effectivement, à un moment, donc c'est le point aveugle dans l'œil, à un moment, on ne voit plus la tête de ce personnage. OK. Et là, il prend la... Non, on ne voit plus la tête, mais on voit le corps, on voit la barre. Il prend la barre, il monte la barre, et au moment où il passe au niveau de sa tête, on continue à voir la barre, alors qu'on ne voit plus son visage. Et alors, bien sûr, si tu enlèves la main de ton œil et que tu repasses le film, on voit qu'il y a bien le visage du début à la fin qui passe bien devant le visage. Et en fait, c'est ton cerveau
qui va compléter l'image et qui va faire une barre continue, alors que normalement, si tu ne vois plus son visage, tu ne devrais pas voir non plus la barre. Et c'est fou. C'est fou ce que le cerveau arrive à faire et comment, justement, il peut compléter ce point aveugle dont on ne se rend pas compte, sauf si on le met en évidence. J'ai continué à étudier le cerveau humain et un jour, dans la cour de récré, il y a des enfants qui parlaient de Dominique Webb, qu'on avait vu la veille à la télé, et je les entends et je m'avance vers eux en disant « je sais faire ». Mais à l'époque, je n'avais pas commencé à étudier l'hypnose. Là, c'était un grand coup de bluff. Ils m'ont dit « c'est pas vrai ». Je dis « oui, c'est vrai ». Et ils ont dit bah, « hypnotise-le ». Et ils m'ont montré un autre copain qui était volontaire et je l'ai fait. Et je l'ai fait au départ. En fait, j'ai un cerveau qui capte énormément et qui prend beaucoup d'informations. Et j'avais vu Dominique Webb à la télé et j'avais reproduit ce qu'il avait fait. Et ça a fonctionné. Mais je pense aussi que comme les enfants me percevaient comme un garçon différent, un garçon étrange, m'a permis aussi de créer ce phénomène. Et ça, sur le moment, comme je jouais le rôle de l'hypnotiseur, voyant mon copain rentrer sous hypnose, je pensais qu'il jouait le rôle de l'hypnotiser. Mais non, il est réellement rentré sous hypnose. Et de là, je suis resté sur le cul et c'est là où j'ai commencé réellement à fouiller un peu plus par rapport à l'hypnose. Donc voilà, j'ai commencé à une dizaine d'années, j'en ai 48. J'ai avancé jusqu'au jour où, sur sur un magazine ou un journal, j'ai vu à Nice, puisque je suis né à Nice, je suis de Nice, une école s'ouvrir tenue par le docteur Marco Paré. Je le contacte et je lui dis ça m'intéresse. C'était une des seules écoles qu'il y avait en France à l'époque. Peut-être qu'il y en avait une ou deux à Paris, je ne sais pas, mais j'étais jeune, je devais avoir 18 ans. Et j'avais vu aussi sur un magazine ésotérique, l'association Alpha, qui aussi donnait des cours à distance d'hypnose, mais ça coûtait très très cher. C'était moi, en tant que jeune garçon de parents modestes, niet. Donc là, le docteur Paré, je le rencontre et il voit un gamin arriver, hein, un gamin qui dit voilà, je vais apprendre l'hypnose. Et je lui dis que je sais déjà faire. Et il me dit c'est pas possible. Et je dis oui. Et il me dit bah fais-le sur lui. Et je fais une démonstration et il reste stupide. Il m'a dit ok, ok, tu vas continuer à apprendre avec nous. Donc j'ai continué à apprendre avec le docteur Marco Paré. J'ai fait. En 96, je devais avoir une vingtaine d'années. Je lève les yeux, pourquoi? Parce que j'ai mon certificat juste au-dessus. En 96, je suis certifié hypnothérapeute par la NGH, la National Guild of Hypnotists, et aussi par le docteur Marco Paré. Voilà. Donc, il m'a fait passer ces certificats et il m'a fait certifier par la NGH, qui est une des plus grandes guildes au monde d'hypnotiseurs, qui se trouve en Amérique. De là, j'ai continué à avancer dans le domaine du mentalisme, dans le domaine de l'hypnose.
Il faut savoir que c'est des mentalistes qui sont venus me chercher, qui ont entendu parler de moi et qui m'ont fait rentrer dans un cercle très privé. J'ai étudié aussi plus jeune l'illusionnisme parce que tous les mentalistes étudient l'illusionnisme. Pourquoi? Parce que il faut comprendre le vrai du faux. Et comme en illusion, il est facile de créer, donc justement, l'illusion qu'un phénomène est vrai, si on ne connaît pas les différents trucs, ben on va se faire avoir. Donc, si on veut faire réellement de l'étude sur des différents phénomènes, il faut aussi connaître les techniques utilisées par les illusionnistes pour être paré à toute éventualité, c'est-à-dire se préparer au champ des possibles. Il y a d'autres dont j'ai continué à avancer. Alors, il faut savoir aujourd'hui, il y a deux styles de mentalistes. Il y a le mentaliste qui a étudié un peu l'illusionnisme, mais qui est mentaliste et qui étudie le cerveau humain. Je vais tout à l'heure donner la définition du mentalisme. Et après, aujourd'hui, on voit énormément de mentalistes à la télé et autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont à l'inverse des illusionnistes qui ont étudié ce qu'on appelle la magie mentale et qui, avant tout, sont illusionnistes et qui vont surfer sur la vague de la série The Mentalist et qui vont faire des numéros spectaculaires qui ont un truc, qui sont des trucs très subtils. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que franchement, développer des subterfuges pareils pour réaliser des numéros aussi surprenants, parce qu'il y a des numéros qui sont tellement fous qu'il serait impossible de les reproduire en mentalisme pur. Donc, c'est vraiment des prouesses. Je me suis amusé à reprendre des effets de magie mentale et de les reproduire en mentalisme pur. Pour certains, oui, pour d'autres, c'est quasiment impossible parce que l'effet est énorme. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a un peu d'amalgame entre le mentalisme, l'illusionnisme et toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous tapez sur Wikipédia mentaliste, il y a deux définitions. Vous trouvez deux définitions. Une définition qui est vraiment basée sur l'illusionnisme et la définition qui est basée sur la psychologie. Mais c'est souvent celle qui est basée sur l'illusionnisme qui est avancée. D'ailleurs, les mentalistes ont failli changer de nom, prendre par exemple psychiste pour éviter pour sortir justement de cet amalgame. Et, mais aujourd'hui, je vais dire, je me définis plus comme mentaliste. Je me définis plus comme un être, un humain qui parcourt le chemin de la vie en étudiant différentes techniques, différents arts, et qui avance et qui essaie d'apporter, comment dire, le meilleur de moi-même sur le chemin de ma vie. Voilà, c'est tout. Je trouve que mentaliste c'est trop réduit comme vision des choses. Et je pense que même mon site, je vais le changer parce que on va mettre une personne dans une case. Et je trouve que non, c'est pas ce qu'il faut. Une personne, c'est un multipotentiel, et c'est pas simplement un seul potentiel. Et d'ailleurs, j'ai fait pendant pas mal de temps des shows, animer des spectacles et autres. Et les spectacles que je montais,
Et je le dis sur mon site, hein, le spectacle, je peux me permettre d'utiliser quelques effets de magie mentale. Parce que de toute façon, le spectateur ne va pas voir la différence entre les deux. Par contre, je m'oblige à mettre 90% de mentalisme pur. La magie mentale, l'avantage, c'est que tu as 100% de réussite. Le mentalisme pur, on est humain, et il peut y avoir par moment des couacs. Par contre, en conférence, je me dois de faire 100% de mentalisme pur. Parce que c'est de la conf, on n'est plus dans le show. Le spectacle, c'est de l'amusement, c'est du divertissement. Donc, on peut mélanger différentes techniques sans problème. Personne ne va t'en vouloir parce que, voilà. Mais une conférence, si tu commences lors d'une conférence à tricher, entre guillemets, là, tu rentres dans de l'escroquerie. On n'est plus dans du show, là. Okay, et je connais certains pseudo-mentalistes qui lisent beaucoup de choses sur la communication non verbale et autres. Donc, il y en a un, je tairai le nom, je ne voudrais pas lui faire de la pub, qui fait des vidéos, qui fait croire à une vraie lecture de pensée, alors que ce n'est que des techniques d'illusionnisme. D'ailleurs, je l'ai revu dans différentes émissions où il devait deviner le vrai du faux, et quasiment à toutes, il s'est planté. Donc, pour moi, là, à ce moment-là, parce que on joue sur un fil qui n'est pas très clean. C'est soit je fais un spectacle, mais on ne va pas faire tout un tas de vidéos disant que telle chose est vraie, alors que non, c'est du subterfuge. On frise l'escroquerie. Et tout ça pour vendre du bouquin, pour faire du business. Les gens ne sont pas dupes, hein. J'ai vu sur des forums des gens qui commencent à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et d'autres c'est bah tiens, telle vidéo, tel effet, regarde, là tu as le lien d'un magasin de magie où ils te vendent l'effet. Ah, oui, effectivement. Ah ouais. Et cette personne se fait passer pour un expert dans la communication non verbale par rapport à tout un tas de choses. Mais c'est intéressant parce que ça me fait rebondir sur autre chose. L'hypnose, quand j'ai appris l'hypnose, quand j'ai été praticien en hypnose, j'ai un cabinet, j'ai un cabinet où le cabinet est géré par une asso. Ok. Et là, on est en train de changer les choses, puisque là, le cabinet est géré par une asso. J'ai fait des consultations pendant des années. Là, la plupart des consultations sont en visio, parce que je suis très feignant. Parce qu'avec le Covid, il fallait nettoyer le cabinet de fond en comble à chaque client. Et franchement, c'est pas mon truc. Donc, je le dis à mes clients, hein. Je le dis directement en disant non, non, non. Et comme ça marche très bien en visio, on fait en visio. Et ils sont très contents. J'ai même eu des gens de Tahiti. Donc, tant que c'est francophone, tant que les personnes sont francophones, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et donc, là, on est en train de changer, puisque comme on a de plus en plus de personnes formées à
mes techniques, des choses que j'ai développées. On est en train de mettre en place, et ça, j'avais ça à l'esprit depuis des années, avant même Doctolib et tous ces sites. Et en fait, on n'avait pas les moyens de le faire. Et oui. Et là, on a les moyens, donc on le fait. Ça va être un site avec des hypnopraticiens formés à mes techniques, alors, je vais un peu lever le pied sur les consultations, mais le but, c'est de pouvoir continuer à suivre ces hypnopraticiens et à être présent s'ils tombent sur des personnes qui sont particulières ou si ils n'arrivent pas à gérer telle ou telle chose qui peut arriver. Ça m'est arrivé, même étant formé dans ma pratique, de tomber sur des cas particuliers. J'ai eu la chance de pouvoir très facilement m'adapter et trouver des solutions. Pas pour tout le monde, malheureusement. Il y a des personnes où je n'ai pas trouvé de solution. Mais voilà, pouvoir justement être présent et superviser toute cette équipe d'hypnothérapeutes. Parce que seul, c'est bien, hein, je fais des choses, mais pour aider au mieux les gens, le mieux, c'est de pouvoir se démultiplier. Dispenser un savoir-faire et pouvoir aider les personnes qui sont en train d'apprendre ou qui ont appris, je trouve que c'est encore une autre dimension qui peut être intéressante. Alors, je ne vais pas totalement arrêter, je vais continuer, mais je vais lever le pied pour pouvoir m'occuper de ces hypnothérapeutes-là. Quand j'ai avancé dans le milieu de l'hypnose et quand j'ai vu ce qui était fait aujourd'hui, enfin aujourd'hui même il y a quelques années au niveau de l'hypnose, je me suis dit, mais ça, c'est pas l'hypnose. Ce qui est enseigné aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, pour moi, à mes yeux, ce n'est pas de l'hypnose. C'est une hypnose édulcorée. Alors, je ne vais pas cracher dessus, parce que ça aide quand même des gens. Et ça, c'est important. Okay. Le truc, c'est que c'est comme si on avait enlevé 70% de puissance de l'hypnose. Alors, 70% de puissance de l'hypnose. Alors qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je suis arrivé sur les forums et à l'époque, j'ai parlé d'un hypnotiseur qui a vécu en même temps que Milton Erickson. Et je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de Milton Erickson et de l'hypnose ericksonienne. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens sont formés à cette méthode qui a été fortement édulcorée. Je pense aussi à des fins marketing, parce que l'hypnose demande énormément de travail sur soi pour être un bon hypnotiseur, qu'il fallait mettre en place des techniques faciles à apprendre et faciles à reproduire, parce que sinon, on ne remplit pas les écoles. L'Européen veut apprendre vite, rapidement. Et dans les écoles d'arts martiaux, par exemple, pour apprendre un kata, c'est un enchaînement de mouvements qui se fait dans le vide, avec comment dire, d'autres combattants imaginaires, mais c'est quelque chose, c'est chorégraphié, voilà, c'est pas fait au hasard.
En Europe, un kata peut être appris en un mois. Et c'est pas pour rien que la plupart des personnes de haut niveau en arts martiaux vont en Chine, en Asie, pour se perfectionner. Et souvent, ils reprennent quasiment tout de la base. C'est assez drôle. Pourquoi? Parce que simplement, là-bas, un kata, pendant un mois, on va travailler une position pour qu'elle soit parfaite. Le deuxième mois, la deuxième position. Troisième mois, troisième position. Et quand on aura les 15-20 positions, on commencera à apprendre l'enchaînement. Alors que en Europe, on n'attend pas de savoir si c'est parfait ou pas. On apprend un enchaînement de poids. Mais parce que la mentalité asiatique et la mentalité européenne n'est pas la même. Va essayer de faire une école en France comme ça, tu fermes. Je pense, oui. Tu auras 2, 3 élèves qui veulent vraiment apprendre et qui sont convaincus du système, c'est tout. Tu fermes. Donc, aujourd'hui, le truc, c'est la plupart des écoles enseignent une hypnose très édulcorée. Et j'ai été l'un des premiers à mettre les pieds dans le plat. Et quand tu mets le pied dans le plat, où tu as 3 4 000 personnes sur un groupe Facebook, par exemple, où tu dis, mais attendez, réveillez-vous, c'est pas d'hypnose. Et que tu es le seul face à cette masse. Ils disent quoi? C'est qui ce rigolo? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Pour qui il se prend? Et c'est compréhensible. Et j'ai parlé donc de Hellman, et tout le monde riait en disant non, non, Ericsson, Ericsson, Ericsson. Et aujourd'hui, on commence à parler d'Hellman en France. Ça y est, ça commence à s'ouvrir. Et aujourd'hui, au niveau de l'Institut, la plupart des gens qui viennent se former chez nous, ce sont des hypnothérapeutes qui viennent de ces autres écoles et qui me disent, il manque des choses. On a compris qu'il manquait des choses et on vient chez toi pour aller plus loin encore. Donc, je ne peux même pas dire du mal de ces autres écoles, puisque c'est grâce à elles que je mange aujourd'hui. Et je les en remercie énormément. Et là, c'est le gros souci, parce que dans notre société, on nous formate à penser de telle et telle façon. On voit bien dans le mentalisme, dans les techniques qui sont étudiées par le mentalisme. Alors, je vais revenir au mentalisme. Le mentalisme, c'était un courant de développement personnel. Enfin, je dis c'était, c'est toujours un courant de développement personnel qui est arrivé fin 18e, début 19e. Tu vois, c'est pas tout jeune tout ça. Bon, ça aurait pu être plus vieux, mais voilà. Qui avait pour but de développer ses 5 sens, développer des choses un peu plus subtiles. Il va y avoir l'étude, bien sûr, de la psychologie. Alors, à l'époque, c'était la psychologie de l'époque. Aujourd'hui, on va rajouter psychologie cognitive, comportementale. Il va y avoir l'étude des états modifiés de conscience, donc de l'hypnose. Il va y avoir l'étude, quand on parle d'état modifié de conscience, aussi de choses un peu plus subtiles, comme la médiumnie, la voyance, et plein d'autres choses comme ça. Alors, on étudie
Pas pour dire oui, c'est vrai ou non, c'est faux. Simplement pour apprendre et pour avancer. De toute façon, on ne peut pas aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, créées, et comment le cerveau va interpréter un phénomène. Parce que on ne perçoit que 10% de la réalité, et il peut y avoir des distorsions de réalité aussi. Et quand tu vas raconter ce que tu as vu à quelqu'un, bah souvent, quand tu fais appel à un de tes souvenirs, tu le déformes. Et ça a été prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que notre mémoire n'est pas infaillible. On pense qu'on a une mémoire d'enfer et autres, mais non, les souvenirs changent en permanence. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que même des fois, tu repenses à quelque chose de ton passé et tu dis « Attends, ça c'est quelque chose que j'ai vécu ou c'est quelque chose que j'ai rêvé ?» Et peut-être tu sais même plus si c'est quelque chose que tu as imaginé, que tu as réellement vécu. Donc tu vois, le souvenir est très, 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 très malléable. Mais ça, c'est super dangereux. Parce que on peut, les autres ou nous-mêmes, pouvons nous créer de faux souvenirs et être sûr que ce qui s'est passé était pourtant vrai. Mais bon, là, c'est pareil, faudrait développer tout ça. On étudie aussi, bien sûr, les techniques psychologiques utilisées par les faux voyants. Et c'est très, 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 très intéressant parce qu'ils vont vous donner l'illusion qu'ils lisent en vous comme dans un livre ouvert. En fait, ce sont des techniques psychologiques. Donc, c'est pour ça que après, il faut voir. Est-ce que le voyant, j'ai connu une femme, elle te serrait la main, elle avait les yeux qui se révulsaient, elle commençait à débiter tout un tas de choses de ton présent, ton passé, ton futur, elle revenait à elle. Mais franchement, c'était bluffant. Je ne pense pas qu'elle utilisait des techniques psychologiques. Là, c'était vraiment quelque chose où elle partait dans une transe, un truc. C'était alors que certaines personnes utilisent des techniques psychologiques avérées que l'on peut démonter quand on connaît ces techniques. Voilà. Après, le truc, c'est pas de crier au loup. C'est pareil, un jour, il y a un magazine qui m'appelle, un magazine sur le paranormal, et ils veulent faire une enquête sur une nonne dans un pays asiatique, je ne sais plus lequel. Et cette nonne, apparemment, serait souvent en position de lotus et flotterait en position de lotus sur l'eau. Et voulait savoir si c'était vrai ou s'il y avait un truc. Parce que physiquement, tu ne peux pas être posé comme ça sur l'eau en position de lotus. C'est pas possible. Euh, Maintenant, j'aurais dit, il est possible effectivement d'utiliser un trucage pour réaliser ce phénomène. Maintenant, il faudrait aller sur place pour voir s'il y a trucage ou pas, il faudrait étudier. Et je lui ai dit, mais maintenant, cette nonne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande de l'argent? Non, elle ne demande pas d'argent. Ah, non, elle aide les gens, elle les soigne, elle fait tout un tas de choses. Les gens viennent avec des fruits, de la nourriture et autres, en remerciement, mais elle ne demande pas d'argent ni rien. Je dis donc, elle apporte du bien aux gens. Ils me disent oui. Je dis donc, pourquoi crier au loup?
même si elle utilise un truc pour créer ce phénomène. Ok, il y a un truc. Mais maintenant, l'important, c'est quelle est l'intention derrière ce truc. Soit d'escroquer les gens, soit de créer quelque chose qui va amplifier leur foi et amplifier, entre guillemets, les choses qu'elle va faire. C'est ce que les anciens appelaient la tricherie sacrée. J'arrive pas à le dire. Chorodowski a étudié ça pendant pas mal de temps, a même fait un film sur les tricheries sacrées. Les tricheries sacrées étaient utilisées par des marabouts et autres. C'était des trucs purs et durs, et presque, on pourrait même presque dire que, et d'ailleurs Thierry Janssen, qui est médecin, en parle dans un de ses livres. C'est une tricherie sacrée. Il dit dans le livre qu'il a rencontré un marabout, que le marabout a pris un morceau de viande de la veille, morceau de chèvre, donc morceau de viande pas cuit, hein, l'avait caché dans sa joue, a reçu son client et le client dit j'ai mal là. Il fait OK, il pose sa bouche dessus, il fait comme s'il aspire, il se mord la langue pour saigner et ensanglanter le morceau de viande, et il se retire, il sort le morceau de viande ensanglanté en disant « ça c'est ton mal » et le jette au feu. Et notre médecin le regarde, attend bien sûr que le client parte, le client qui allait apparemment un peu mieux, et le médecin a crié au scandale, a crié bien sûr à l'escroquerie, ce qui est compréhensible. C'est waouh. Et quelques années plus tard, il tombe sur un client qui apparemment n'arrive pas à guérir. Tous les traitements lui sont donnés, rien ne se passe. Et il repense à ça. Et de toute façon, il n'y a plus rien à faire, on va tenter. Et il tente ça. Et là, le client commence à aller de mieux en mieux. Et le livre qu'il a écrit est un livre qui parle de l'effet placebo. Et c'est vrai que quand on parle de placebo, souvent on pense à quelque chose de simple, c'est l'effet placebo, tiens, je te donne un petit bonbon en sucre en faisant croire que c'est un médicament pour que tu puisses aller mieux. Mais en fait, ça va plus loin que ça, puisque en fait, le placebo va activer des fonctions au niveau du cerveau, va changer nos croyances et va faire en sorte que, bien utilisé, ça peut être un remède extraordinaire. Parce qu'on a toutes les fonctions en nous pour pouvoir nous, comment dire, s'auto-guérir, entre guillemets. Et d'ailleurs, les médecins, même eux, disent qu'il y a des cas de personnes qui devaient être normalement condamnées, qui ont, du jour au lendemain, réussi à s'auto-soigner, et on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est intéressant de voir que notre cerveau est un outil extraordinaire qui, des fois, peut se déclencher, des fonctions peuvent se déclencher, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et là, il a réussi à déclencher avec une tricherie sacrée. L'idée de la tricherie sacrée, c'est utiliser un truc, mais pas pour, comment dire, escroquer l'autre, non, de façon sacrée pour
lui amener à un état différent de conscience et l'ouvrir à d'autres possibles. C'est ça le but de la tricherie sacrée. C'est super intéressant. J'ai étudié ça pendant pas mal d'années. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le milieu des mentalistes, il y a des mentalistes très différents. On va avoir, comme le mentalisme est vaste, on va avoir des mentalistes qui vont avoir des chevaux de bataille différents. Ma spécialité, c'est l'hypnose et la tricherie sacrée. D'autres, ça va être tout ce qui est ce qu'on va on va parler de reading, c'est-à-dire lire chez les autres comme dans des livres ouverts, aussi bien avec des techniques intuitives ou avec des techniques, comme je viens d'en parler tout à l'heure, utiliser des techniques psychologiques. Pour moi, une personne qui utilise des techniques psychologiques, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tant qu'il utilise ça pour le bien de la personne, et qui permet à la personne d'avancer, ce qu'aurait pu faire un très bon psychologue aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller voir un psychologue, comme un très bon prêtre aurait pu le faire aussi. Le prêtre était le psychologue de l'ancien temps. Peut-être encore maintenant. Je ne sais pas, je ne vais pas assez à l'église pour ça. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de mauvais outils. Il y a simplement l'intention derrière l'outil, qui peut être bonne ou mauvaise. Tu as aussi des mentalistes qui sont fans de, et ça, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'y ai souvent pensé, parce que ça me fait kiffer. Il y a monsieur Eric Ferson, qui est mentaliste, qui est fan de chasse aux fantômes. Alors bien sûr, c'est pas comme dans Ghostbusters, il n'a pas vu des monstres tout verts dégoulinant d'ectoplasme, mais il va sur les lieux pour faire des recherches avec différents appareils et ça le passionne. Et pourquoi pas? C'est son truc. Lui, même dans le monde de l'hypnose, peu de personnes sont prêtes à entendre le fait que certaines techniques sont, comment dire, de l'hypnose allégée, mais parce qu'ils pensent réellement qu'ils font de l'hypnose. Et je le conçois parce qu'il y a même certaines écoles qui vont leur dire ce que vous avez appris, c'est la pure vérité, et il n'y a rien d'autre ailleurs. Et donc, j'essaye, je sème des graines pour démontrer que non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, souvent, dans les conférences, je dis, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui viennent me voir, qui viennent aux conférences, et je dis simplement, il y a aussi des conférences visio. Hein. Je dis, voilà, on appelait Milton Erickson le magicien, the wizard. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec ce que vous avez aujourd'hui entre vos mains, vos clients vont vous appeler le magicien? Non, absolument pas. Parce que Milton utilisait des techniques vraiment très puissantes. Il faut savoir aussi que Milton a été, comment dire, consultant pour le gouvernement. Je ne sais plus si c'était CIA ou FBI, mais je crois que c'était CIA, où il mettait en place tout un tas de choses
concernant les différents projets, donc projets Monarque et autres, qui ne sont pas des projets théorie du complot, ce sont des projets qui ont réellement existé. Il y a un documentaire qui est très... C'est un peu flippant aussi, quelque part, qui est, je crois, que tu le retrouves avec le titre du style « Le village empoisonné par la CIA », où il y a un village de France qui a été, il y a très longtemps, qui a été empoisonné, oui et non, puisqu'ils ont mis dans le pain du LSD. D'accord. Et ils voulaient voir les réactions des gens. Alors, il y a eu des gens qui sont morts. Oui, il y a eu des gens qui sont morts parce que le LSD est très fort, hein, c'est un fort hallucinogène. Et là, bien sûr, sans consentement du peuple. Et là, quand tu vois les dossiers déclassés de la CIA et autres, tu vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées sans consentement du peuple. Et quelque part, ça fait froid dans le dos. Quand il parle un peu plus loin du projet Monarque, de différents projets pour aussi manipuler les masses, c'est flippant. Quand tu vois qu'ils ont envoyé sur des, comment dire, à des endroits où il allait y avoir des explosions de bombes nucléaires, donc ils étaient au courant, hein, les soldats, qu'il allait y avoir une explosion, mais ils n'étaient pas au courant des radiations. Aujourd'hui, on est au courant, oui, mais à l'époque, non. Et ils les ont envoyés pour voir les effets des radiations sur l'être humain. Des cobayes vivants et des cobayes non volontaires. Et il y a eu, dans l'histoire, il y a eu énormément de choses comme ça. Et là, tu te dis, mais waouh, 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 waouh. Toutes les techniques de manipulation. Effectivement, encore aujourd'hui, hein, un jour, il y a une personne qui vient de me dire, elle fait, je veux pas être hypnotisé. Je fais, pourquoi? Ah, j'ai pas envie d'être manipulé. D'accord. Le seul truc, c'est que vous êtes manipulé en permanence et vous en rendez même pas compte. Et je parle pas que des médias, hein. De toute façon, la publicité, c'est de la manipulation. Il y a plein de choses où on est manipulé en permanence. Et c'est comme ça. Après, il faut bien prendre conscience que tout le monde manipule tout le monde. Après, il y a différents styles de manipulation. Il y a la manipulation, on va manipuler les autres pour son propre bien, et la manipulation pour le bien de l'autre. Une mère va manipuler son enfant pour qu'il aille à l'école, pour qu'il avance dans sa vie, pour que... Je parle d'une mère digne de ce nom, bien sûr. Donc, il faut le dire, c'est de la manipulation. Quand quelqu'un dit « Ah, j'ai persuadé un tel pour qu'on aille au cinéma », alors le mot « persuader » passe beaucoup mieux que « j'ai manipulé un tel pour qu'on aille au cinéma ». Ouais. Mais il faut arrêter de se cacher les yeux, hein, de se mettre les mains devant les yeux. Non, c'est de la manip. Après, c'est comme tout. Qu'est-ce que tu veux faire de ces outils? Est-ce que tu manipules pour ton intérêt personnel ou pour l'intérêt de l'autre, pour la faire avancer?
C'est comme un jour, quelqu'un m'a dit: «Non, non, je veux pas l'hypnose, je veux pas d'hypnose parce que je veux pas, que tu me manipules». Et je lui dis: «Ça me dérange pas. Tu sais que l'hypnose est un outil extraordinaire. Là, tu souffres. Ça peut t'aider à dépasser ça. Maintenant, si pour toi, c'est de la manipulation, il y a pas de souci, on fait pas». Elle m'a rien fait. «Ouais, je crois qu'on va faire quand même». Parce que pour elle, manipuler, c'était péjoratif, c'est pas bien, c'est mauvais. Ouais, ouais. Ah, quand tu vas chez le kiné, il te manipule pour débloquer ton dos, par exemple. L'ostéopathe, Ouais. Mais il y a des mots comme ça qui ont comment dire, des résonances fortes, fortement négatives, alors que, suivant le contexte, c'est pas spécialement négatif. Il y a quelque temps, on m'a dit, «Ouais, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a des complots? Est-ce qu'il y a pas de complots?» L'histoire est truffée de complots. Il y en a partout. Après, vous dire oui, c'en est un ou pas, je ne sais pas. Il faudrait étudier ça de plus près, on n'a pas tous les éléments. Mais il y en a partout. Et j'explique aussi que il y a une personne qui s'appelle Édouard Bernays. Cette personne a vécu au temps de Freud. C'était apparemment une personne de sa famille. Il vivait aux USA et a été présent lors de la campagne du président Nixon, il me semble. C'est un président qui a été élu avec le slogan « Il nous a évité la guerre ». Super. Quelque temps plus tard, il fallait rentrer en guerre. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Comment amener aux Américains l'envie de s'engager alors que les Américains voulaient éviter la guerre? Édouard Bernays a mis tout en place des stratégies pour pousser les Américains à vouloir faire la guerre, en finançant, entre guillemets, des artistes très connus et faire en sorte qu'ils s'habillent en militaire et autres. Il y a eu toute une propagande invisible pour pousser les Américains à faire la guerre. Est-ce qu'on peut rentrer ça dans du complot? Bonne question. Mais c'est de la manipulation, c'est clair. Édouard Bernays, encore, a fait tout un tas de choses. D'ailleurs, il a écrit un bouquin que tu peux retrouver sur le net qui s'appelle « Comment manipuler les masses en démocratie ». C'est comme il y a peu de temps après, les industries, les lobbies de la cigarette voulaient augmenter leur vente. Les hommes avaient le droit de fumer, mais il était interdit pour les femmes de fumer. Et oui, ça remonte à quelques années. Et en fait, Bernays est allé voir des féministes pour qu'un message se passe qui est que le fait de fumer, c'est une façon de s'émanciper. Ouais. Et ça a marché. Et tout ça, aujourd'hui,
c'est enseigné dans les universités aux USA. C'est pas du non, non, c'est du réel, c'est du concret. Encore, il y a d'autres choses, si je te les raconte, tu vas dire: «Attends, c'est pas possible». Et oui, c'est possible. Et là, voilà, le truc, c'est jusqu'où l'être humain peut aller pour son propre intérêt. Donc, le cerveau humain est un outil extraordinaire qui peut faire des choses extraordinaires, comme il peut faire des choses terribles. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre les mécanismes de tous ces fonctionnements, de comprendre comment est l'humain, comment fonctionne le cerveau, comment justement ces personnes qui ont très bien compris comment fonctionnait le cerveau font pour manipuler les masses. Comprendre dans quelle société on est, si on est vraiment libre ou pas. C'est très intéressant. Mais l'histoire, si tu regardes, il n'y a pas tout blanc, tout noir ou autre, il y a des nuances. Oui, oui. Et c'est pas évident, parce que je sais plus qui a dit ça, l'histoire est écrite par les gagnants. Et c'est vrai que les livres d'histoire, suivant les pays où tu vas, la même histoire, t'as pas la même. T'as pas la même. Et là, tu vois que c'est subjectif. C'est une vision de ce qui s'est passé, mais on pourrait dire, est-ce que c'est réellement factuel? Il y a des faits, oui, il y a des faits, mais suivant où tu vas te placer, les faits sont vus différemment. C'est pas évident, parce que tout est subjectif, pas tout, mais au niveau d'histoire, oui, c'est pas évident. Entre ce qui est raconté, ce qui n'est pas raconté, ce qui est raconté qu'à certaines personnes.